Bonjour et bienvenue dans la Minute Gorine, le podcast du Gorée Institute qui décrypte l'actualité africaine et ses enjeux. Conflit États-Unis, Israël, Iran. L'Afrique spectatrice ou actrice silencieuse. Avec les récentes tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran, le monde est à nouveau traversé par de fortes secousses géopolitiques. Ces affrontements rappellent que la rivalité stratégique entre grandes puissances structure toujours l'ordre international. Dans ce contexte, quelle place occupe l'Afrique? Longtemps perçu comme périphérique dans les crises mondiales, le continent peut-il réellement influencer les équilibres internationaux? C'est la question que nous posons aujourd'hui dans la Minute Gorine, avec Dr Pape Fara Diallo, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Dr Pape Fara, bonjour. Bonjour Safir. D'abord, par rapport à la recomposition de l'ordre mondial, à travers les tensions récemment notées entre les États-Unis, Israël et Iran, assiste-t-on aujourd'hui à une recomposition de l'ordre mondial? Et aussi, quelle marge de manœuvre réelle l'Afrique possède-t-elle dans ce contexte de rivalité géopolitique? Oui, clairement, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui sur la scène internationale montre une recomposition en cours de l'ordre international. Et dans cette recomposition, les grandes puissances ils jouent un rôle important. Les États-Unis qui pendant longtemps étaient en train d'être vacillés entre une logique isolationniste et une logique interventionniste messianique, est en train de dépoussiérer la doctrine Monroe et se considérant comme étant le gendarme du monde, l'État qui a les valeurs qu'il faut exporter à travers le monde, que ce soit par la soft law, par la soft power ou bien par la diplomatie agressive. Et on a l'impression que l'administration Trump utilise la diplomatie agressive qui consiste à utiliser la force pour imposer la paix. Elle est véritablement l'image que ce nouvel ordre mondial donne à voir. Et malheureusement, si on y prend garde, cette volonté de vouloir imposer la paix par la guerre ou par la force risque de déstabiliser de manière structurelle et durable l'ordre mondial post-guerre froide ou bien même l'ordre mondial post-Yalta, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Et sous la houlette des Nations Unies, il y avait un ordre mondial et le maître mot, c'était faire tout pour déclarer la guerre hors la loi. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est tout à fait le contraire. C'est une bifurcation vers un ordre mondial anté-westphalien qui remet la guerre comme étant un moyen, parfois même préférentiel de règlement des différends entre les grandes puissances, alors que depuis la paix de Westphalie, depuis le traité de Yalta, puis la mise en place de la charte onusienne, il y a une sorte d'éthique universelle de valeurs que tous les États doivent respecter. Et cette éthique universelle repose véritablement sur le fait que la guerre a été bannie comme moyen de règlement des différends. Malheureusement, quand on voit ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, quand on voit les agressions répétées d'Israël dans les territoires palestiniens, quand on voit la guerre que les États-Unis ont imposée à un État qui n'a jamais attaqué les États-Unis directement, c'est-à-dire l'Iran. Cette guerre qui est imposée aux Iraniens montre clairement que voilà, il y a un nouvel ordre mondial qui repose désormais sur le principe selon lequel certaines puissances se donneraient le droit d'imposer la paix par la guerre ou par la force. Ok. Maintenant, dans ce nouvel ordre mondial, cherchons un peu la place diplomatique de l'Afrique. Est-ce que le continent, à travers l'Union africaine, la CEDEAO, dispose-t-il des moyens politiques et diplomatiques nécessaires pour influencer la gestion des grandes crises internationales? Oui, pendant longtemps, l'Afrique a été plus un acteur, plus un objet de relations internationales, plus un sujet de géopolitique, voire même de géostratégie, plutôt qu'un acteur de géostratégie. L'Afrique n'a pas de géostratégie, clairement. La géostratégie, c'est
c'est mettre en place un certain nombre de moyens, à la fois militaires, économiques, géographiques et institutionnels, pour pouvoir se déployer dans un monde où les grandes puissances se positionnent pour le contrôle des ressources stratégiques, voire géostratégiques, dont l'Afrique dispose. Quand on parle des minéraux de transition, les minéraux critiques, quand on parle des réserves en ressources minérales, plus de 30% de ces réserves-là en Afrique, quand on pense au lithium, au cobalt et à toutes ces ressources stratégiques, à l'uranium, hein, à toutes ces ressources stratégiques pour pouvoir construire une véritable stratégie de puissance, l'Afrique en dispose. Mais pourquoi je dis que l'Afrique n'a pas de géostratégie? C'est parce que l'Afrique, malgré le fait qu'elle dispose de toutes ces ressources stratégiques, n'arrive pas à asseoir une véritable politique qui lui permet de se déployer comme une puissance qui compte dans le concert des nations. Donc, jusqu'à présent, l'Afrique est plus un enjeu de géostratégie qu'un véritable acteur de géostratégie. Et ça, c'est la responsabilité historique des institutions de gouvernance à l'échelle continentale et sous-régionale, notamment l'Union africaine, qui a une architecture de paix et de sécurité, mais qui a même un conseil de paix et de sécurité, mais ce conseil de paix et de sécurité qui est l'instance décisionnelle, qui est un peu l'équivalent du Conseil de sécurité des Nations Unies, est complètement aphone face à ce qui est en train de se passer avec cette guerre imposée par les États-Unis à l'Iran et les agressions répétées d'Israël sur les territoires palestiniens. Où est la diplomatie africaine? Où est-ce que l'Afrique, d'ailleurs, a les moyens de ses ambitions diplomatiques, voire géopolitiques? C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Et pourtant, les conséquences de ces agressions israéliennes sur l'Iran, de ces guerres imposées à l'Iran par les États-Unis, les conséquences peuvent être économiques et avoir un impact même sur l'Afrique. Parce que quand les Iraniens décident de fermer le détroit d'Ormuz, où passent plus de 50% des cargaisons de pétrole, ça peut avoir des répercussions graves, même au-delà du Moyen-Orient. Et c'est malheureusement ce qui risque de nous arriver si les dirigeants africains ne se posent pas pour définir une véritable stratégie de positionnement du continent comme étant un continent qui compte, un continent qu'on consulte, un continent qui est fort de ses ressources géostratégiques et qui déploie une stratégie pour pouvoir faire de ces ressources un levier de puissance. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Venons-en maintenant aux conséquences et impacts concrets pour le continent. Concrètement, quels effets cette crise peut-elle avoir sur les économies africaines, notamment en matière d'énergie, d'inflation et d'échanges commerciaux? Oui, les économies africaines sont des économies très dépendantes des chocs exogènes, des chocs économiques exogènes. Heureusement que la crise financière de 2008 n'avait pas fortement secoué le continent africain. Mais le choc pétrolier de 79, fin des années 70, avait eu un impact et un retentissement sur les économies africaines. Et récemment, la guerre russo-ukrainienne imposée par la Russie à l'Ukraine a eu des effets sur les économies africaines, notamment avec le blé et d'autres céréales, sans compter les ressources énergétiques dont dispose la Russie et qui avait décidé d'utiliser ces ressources-là comme ressources de guerre contre les Européens. Et donc, du coup, beaucoup d'Européens, je pense au chancelier allemand, Olaf Scholz, qui était venu pour se positionner pour le gaz sénégalais, naturel sénégalais, parce que leur source de ravitaillement qui était la Russie, voilà, Poutine avait décidé de fermer les robinets. Et donc, de ce point de vue, l'économie émergente occidentale dépend pour beaucoup des minéraux critiques, pour l'industrie automobile, pour l'industrie des smartphones, pour l'industrie de l'aviation et pour la haute technologie. Et qu'est-ce que cela va avoir comme répercussions? Pour le moment, on ne sait pas. Mais l'Afrique devrait, dès à présent,
se repositionner et reconsidérer les ressources dont elle dispose. Et cette ruée vers l'Afrique n'est rien d'autre qu'une volonté de ces grandes puissances conscientes du fait que l'Europe et l'Occident en général va se crêper le chignon et qu'il peut y avoir des conséquences désastreuses pour l'Europe. Donc, ils sont en train de trouver un plan B en cas de catastrophe en Europe. Et le plan B, c'est l'Afrique. Comment d'ores et déjà se positionner sur les ressources africaines pour pouvoir parer à toute éventualité d'une crise occidentale qui aurait des incidences sur le contrôle des ressources pétrolières, gazières, voire énergétiques en général, et même minières. Donc l'Afrique, jusqu'à présent, n'est pas encore fortement secouée, mais cette onde de choc qu'on a constaté au Moyen-Orient risque d'avoir des répercussions jusque dans les cocotiers, si on y prend garde. Voilà. Maintenant, en termes de projection stratégique, surtout à moyen terme, est-ce que le continent peut passer du statut de continent qui subit les crises internationales à celui d'acteur capable de contribuer à leur résolution? C'est tout à fait possible, mais à une seule et unique condition. L'Afrique se dote d'un vrai leadership éclairé, avec de bons leaders capables de définir des stratégies de positionnement géopolitique, voire géostratégique. Malheureusement, c'est ce type de leader qu'on en compte dans les doigts d'une main au niveau du continent africain. Des gens qui avaient une vision globale et qui voulaient faire de l'Afrique un continent émergent, comme les Nkrumah, les Nasser et plus récemment les Kadhafi, on ne les voit plus. Les quelques dirigeants que nous voyons actuellement au niveau du continent qui commencent à réfléchir au-delà des limites géographiques de leur territoire national en promouvant un véritable leadership continental. C'est véritablement quelqu'un comme Paul Kagame, le président Cyril Ramaphosa et quelqu'un comme Ousmane Sonko qui n'est même pas chef d'État. Qui a cette pensée panafricaine, qui a cette vision, quelqu'un aussi comme Abdoulaye Wade avait cette vision avec le NEPAD, etc. Mais regardez la question qu'est-ce que le NEPAD est devenu aujourd'hui? Wade avait une vision pour l'Afrique. Il avait même écrit un ouvrage intitulé Une vision pour l'Afrique, un destin pour l'Afrique, du moins. Mais ce type de dirigeants capables de penser au-delà des limites géographiques de leur territoire national, ce type de dirigeants conscients du fait que l'Afrique n'est forte que quand elle est unie, que quand elle déploie une stratégie globale, commune et concertée et se donne les moyens de pouvoir asseoir une véritable stratégie de puissance, ce type de dirigeants-là, l'Afrique en manque. C'est pourquoi les institutions africaines censées se prononcer sur ce qui se passe dans la géopolitique mondiale actuelle, ces institutions-là sont aphones parce que les personnes qui les incarnent n'ont pas ce leadership éclairé, n'ont pas ce panafricanisme. Rares sont aujourd'hui les dirigeants africains qui osent se prononcer clairement sur ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Malheureusement, l'Afrique n'est pas encore prête à jouer un rôle décisif sur la géopolitique mondiale parce que l'Afrique, pour le moment, n'a pas les moyens de ses ambitions. Et je dirais même que l'Afrique n'a pas les hommes qu'il faut pour avoir ces ambitions-là. Docteur Pafara Diallo, le Gorée Institute vous remercie pour ces importants éclairages. C'est moi qui vous remercie. Ce qui est sûr, le monde entre dans une période d'incertitude stratégique. Et dans ce contexte, la véritable question est de savoir si l'Afrique doit continuer à observer les crises internationales depuis la périphérie ou si elle doit s'affirmer comme un acteur diplomatique et stratégique dans leur gestion. C'était la Minute Gorine, le podcast du Gorée Institute qui analyse et décrypte l'actualité africaine. Merci, chers internautes, pour votre écoute et pour votre fidélité. N'oubliez pas de partager cet épisode et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines analyses. Rendez-vous très bientôt pour d'autres minutes de débat et de réflexion sur les grands enjeux du continent africain.